Alors, Sophia, Nathalie, les deux Nathalie, vous l'avez compris, hein, c'est un atelier et pas un webinaire. Donc, je compte sur vous pour participer, pour animer avec moi, co-animer avec moi cet atelier, qui soit le plus enrichissant possible, à la fois pour moi, mais surtout pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre la caméra si vous avez la possibilité de mettre la caméra. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle et on va faire le lien entre ces compétences d'intelligence émotionnelle et la performance collective des équipes agiles qu'on accompagne. Donc, tout d'abord, merci. Merci à la PIAF, merci à PMI, merci aux sponsors, merci aux bénévoles et merci à ZenValue, mon cabinet de conseil, pour avoir organisé ces 2 jours de conférences en ligne. Voilà, je suis très content, très heureux de vous présenter donc un sujet qui me passionne depuis quelques années, l'intelligence émotionnelle. Alors, les objectifs que je me suis fixés, mais du coup que je vous fixe, qu'on se fixe ensemble. Le premier, c'est définir ce que c'est l'intelligence émotionnelle. On en a beaucoup entendu parler, peut-être, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais voilà, de quoi il s'agit exactement. J'aimerais également vous présenter un outil que j'utilise moi dans mes accompagnements individuels et collectifs, qui s'appelle donc le KIAI, pour inventaire du quotient émotionnel, avec ces 15 compétences de l'intelligence émotionnelle, donc issues du modèle Baron. Baron, c'est un psychologue. On va rentrer dans le détail de ça juste après. Et puis le dernier objectif, bien évidemment, c'est le titre de l'atelier, c'est reconnaître le lien entre intelligence émotionnelle et performance individuelle et collective. Donc, au sommaire de cet atelier, 4 parties. La première, c'est un tour d'horizon de ce qu'est l'intelligence émotionnelle, comprendre pourquoi elle est devenue une compétence clé en entreprise, aussi dans la vie, bien évidemment, mais en entreprise, évidemment aussi. On va jouer à travers un défi que j'ai intitulé « Émotion en vol ». On va regarder une vidéo et puis on va se poser des questions. Est-ce que les personnes sont dotées d'une intelligence émotionnelle élevée ou pas? Ensuite, on va balayer la notion d'équilibre. On va voir que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas uniquement des compétences, mais c'est aussi une histoire d'équilibre entre ces fameuses compétences. Et pour illustrer tous ces propos, je vous propose un dernier défi qui va durer à peu près 45 minutes sur des cas concrets d'équipe agile. Donc, on va prendre des rôles, un Scrum Master, Product Owner et puis une équipe agile. Et on va essayer de comprendre le lien qui existe entre les compétences de l'intelligence émotionnelle et leur performance. Donc, moi, je suis Sébastien Caradona, coach agile depuis plus de 8 ans maintenant, formateur. Et depuis donc, quelques années, je développe cette expertise autour des émotions, autour de l'intelligence émotionnelle. Et donc, j'anime des ateliers, je donne des conférences sur ce sujet-là. Depuis donc pas mal d'années, j'ai affiné, je dirais, mon approche de coaching autour de 2 piliers qui sont pour moi les piliers de la performance. Le premier, c'est la prise de conscience. J'aime bien creuser les choses, j'aime bien aller aux profondeurs et ne pas me limiter sur les comportements visibles uniquement. Et puis les actions. On a souvent de très bonnes idées, on a envie de faire des choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi les gens, les individus, les collectifs n'entrent pas toujours en action, ou si elles le font pas de manière aisée, et peut-être même qu'elles ne vont pas jusqu'au bout. C'est vraiment ces 2 axes-là qui m'intéressent quand j'accompagne une personne ou un collectif. Alors, l'intelligence émotionnelle. Alors, qui parmi vous en a déjà entendu parler? Parler, oui. Voilà, on a entendu parler. Oui. Est-ce que tu saurais me donner, toi, une définition d'intelligence émotionnelle, du coup? Alors, pour moi, l'intelligence émotionnelle, ça serait la capacité qu'on aurait à comprendre et à reconnaître les émotions, à la fois les siennes et ceux de notre interlocuteur. D'accord. Très bien.
OK. Je dirais elle est bonne, mais elle n'est pas complète. J'imagine, oui. Ouais. Il manque une petite moitié dans la définition. Ça Et- serait peut-être aussi de maîtriser ses propres émotions pour pas qu'elles influencent nos décisions, peut-être, je sais pas, en les reconnaissant. OK. Là, tu fais un pas vers la conséquence, en fait. OK. Dans Ok. ta première partie de définition, tu disais, voilà, je comprends mes émotions et je comprends celles des autres. Hmm. Et là, dans ce que tu dis, c'est, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait Ouais, de ces informations, hein, les miennes et celles des autres? Qu'est-ce qu'on en fait? OK, on va revenir sur la définition, bien évidemment. d'accord. Alors, pour illustrer mes propos, je vous ai affiché donc 3 exemples, des exemples que vous avez certainement vécu euh, en entreprise. Donc, le premier exemple, c'est Jean. C'est Jean qui était auparavant chef de projet et qui vient d'accepter un rôle tout nouveau pour lui, hein, qui est un rôle de Scrum Master dans une équipe qui ne tient pas ses engagements. Donc, il s'en aperçoit au fil de l'eau et ça commence à l'inquiéter. Ça l'inquiète parce que il est nouveau, il n'a pas véritablement endossé son rôle. Et donc, voilà, il est soumis à ses émotions. Et il réfléchit à reprendre son ancien rôle de chef de projet. Donc là, il se dit, c'est trop pour moi, je ne me sens pas capable d'endosser ce rôle, je vois bien, il n'y a pas de résultat, me demander de garant de la méthode agile, la méthode Scrum, et les équipes, je vois bien, elles ne sont pas au rendez-vous. Ça va retomber sur moi, et je ne vais pas y réussir, je préfère reprendre mon rôle de chef de projet qui était plus confort pour moi. Le deuxième exemple, c'est Marc et Sandrine. Donc, c'est 2 personnes très empathiques qu'on a mis ensemble pour animer des formations sur l'agilité, par exemple. Et au fil de l'eau, Marc est irrité. Il est irrité parce que Sandrine, sa collaboratrice, respecte mal le déroulé pédagogique et des fois, ça lui arrive même de contredire Marc devant les participants. Donc ça l'agace, Marc. Et il finit par réfléchir à stopper la collaboration et à continuer finalement à animer des formations seules. Hélène, pour le troisième exemple, c'est une personne qui fait partie d'une équipe, alors pas Scrum, mais une équipe, on va dire, où il n'y a pas de management, il n'y a pas vraiment de leadership prononcé. Voilà, c'est management un peu horizontal. Euh, Simplement, l'équipe ne prend jamais de décision. En tout cas, elle a du mal à prendre des décisions. Les relations, elles finissent par se dégrader. Hélène, ça la contrarie, c'est contre ses valeurs, et elle réfléchit ici à démissionner. Voilà pour les 3 exemples. Quel lien vous faites entre ces 3 exemples? Tous les 3 mal à l'aise dans leur contexte et ils n'en parlent pas. On n'en parle pas. Ouais. Ça les remet en question, en fait, eux-mêmes. Enfin, c'est une introspection. Ils se sentent. Ça les blesse dans leur ego. Alors, est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? Question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont conscients finalement que ça les blesse, que ça vient les toucher quelque part? Là, on a des émotions, inquiétude, irritation, enfin, contrariété. Mais est-ce que finalement ces personnes le savent? Est-ce qu'elles Ouais. est-ce qu'elles l'ont capté Oui, elles sont déjà dans la solution de partir ou d'arrêter. Mais je ne sais pas si, oui, effectivement, elles ne sont peut-être pas conscientes du pourquoi. elles sont dans la solution? Et donc, quel est le point commun entre ces 3 solutions? C'est C'est l'abandon, en fait. partir, ouais. Ouais. De partir, de fuir. Ouais. Exactement. Donc, on va revenir sur ces 3 cas-là. On va voir quel comportement et comment l'intelligence émotionnelle peut justement éviter d'adopter ce comportement de fuite. Mais quand même, faisons un zoom sur ce qu'est une émotion. Une émotion, et je trouve que l'image est très parlante, c'est un signal. C'est un signal d'alarme, c'est une alerte. Elle a un message, l'émotion, à vous transmettre. Donc là, sur la photo, on voit quoi? On voit 3 messages. On voit 3 messages qui vous disent attention, il y a un danger. Attention, là, vous devez adapter votre comportement. Vous devez mener une action pour éviter le danger qui arrive.
Là, l'action qu'on vous préconise de faire, c'est de diminuer la voilure, hein, donc de passer en dessous la barre des 70 km/h, de faire attention à la chaussée, qui a priori est glissante, et voilà, d'être attentif au virage. Peut-être qu'il y a une voiture qui va venir en face, etc., et vous n'allez pas la voir. Donc ça, sur la route, je dirais que ce genre de signaux, hein, ces pancartes, on les comprend, on les voit, et on sait en fait les intégrer, et on sait changer notre comportement en fonction du message que ces panneaux nous transmettent. Dans la vie de tous les jours et en entreprise, c'est moins évident, hein. On n'a pas des panneaux comme ça qui surgissent et qui nous disent « Attention, danger, là, tu vas t'irriter et puis tu vas peut-être adopter un comportement pas adapté, un comportement de fuite. » Pour autant, c'est essentiel, hein, de comprendre ce qu'est une émotion, de comprendre que toutes les émotions sont utiles, de comprendre qu'elles sont toutes porteuses d'un message et que toutes les émotions nous incitent à mener une action. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de comprendre que je dois mener une action. On va voir quel genre d'action on doit mener. Entre parenthèses, hein, émotion en latin, ça veut dire movere, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est rentrer en mouvement. Les émotions, alors il y en a pas mal des émotions, hein, il y a tout un vocabulaire, hein, il y a pas mal de nuances pour définir, identifier, nommer une émotion, mais limitons-nous à ce qu'on appelle les émotions primaires. Les émotions primaires, il y a grosso modo, ils sont au nombre de 4 ou de 6, hein, ça dépend voilà, des modèles. Dans l'analyse transactionnelle, on parle de 4 émotions primaires, hein, la tristesse, la colère, la peur et la joie, auxquelles s'ajoute le dégoût et la surprise, hein, donc selon le psychologue Paul Ekman. Alors, pourquoi on parle d'émotions primaires? Tout simplement parce que ces émotions-là, en fait, on les retrouve dans toutes les cultures et on les identifie de la même manière, hein. Paul Ekman dit que ces 6 émotions, on les comprend aisément, hein, à travers, je dirais, le facial, à travers les expressions du visage, et ce, quelle que soit la culture. Par contre, quand on rentre, je dirais, dans les nuances, hein, quand on évoque d'autres émotions, voilà, on n'est pas certain de retrouver les mêmes expressions faciales selon les cultures. Hein, vous avez certaines cultures qui vont voilà, avoir un faciès complètement figé, ou des personnes qui, pour vous dire non, vont sourire. Hein, je sais qu'en Asie, on sourit beaucoup quand on ne sait pas, quand on veut dire non, parce qu'on est gêné. Mais voilà, on ressent peut-être la gêne de la même façon, mais on ne va pas l'exprimer de la même façon. Ces émotions nous incitent à rentrer en action, et souvent, les actions qu'on active, en fait, sont des actions de protection. Les actions de protection, vous en avez cité une, c'est la fuite. Là, c'est l'évitement. On a également l'attaque, la défense. On a aussi l'inaction. Hein, l'inaction, c'est un choix qu'on fait, conscient ou inconscient, mais pour se protéger. Je ne dis plus rien. Là, je me tais. Si je dis quelque chose, ça va mal tourner pour moi. Donc, je ne préfère rien dire. Je ne quitte pas la réunion. Je ne rentre pas voilà, dans le conflit. Pour autant, je ne dis plus rien. Je me tais. Je suis passif. Je fais le mort. Je fais le mort. Pour la joie, c'est autre chose. On n'est pas dans de la protection. Là, on est plutôt dans le partage. Hein, l'émotion, elle nous invite à partager cette émotion avec les autres. Voilà pour les émotions primaires et voilà pour les réactions en mode automatique. Alors, pourquoi on a ce mode automatique en fait qui rentre en action dès lors qu'on ressent ces émotions? Tout simplement parce que, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la neuroscience, mais on a dans notre cerveau en fait plusieurs modes de fonctionnement. Et on a un mode de fonctionnement qui est assez primaire. On le conceptualise souvent par le cerveau reptilien. Hein, on dit on a 3 couches dans le cerveau, mais véritablement, ce n'est pas 3 couches bien distinctes. Hein, c'est un fonctionnement très complexe, hein, neuronal. Mais pour autant, on a quand même voilà, plusieurs modes de fonctionnement. Et un des modes de fonctionnement de notre cerveau, c'est ce mode primaire, ce mode reptilien, qui consiste à faire 2 choses, quoi, hein. C'est soit tu attaques, ou soit tu fuis. C'est pour notre survie, en fait. Il y a un danger, il faut que tu rentres en action. Et donc, on a ce cerveau qui sert à ça. Le problème de ce cerveau-là, de ce mode de fonctionnement reptilien, c'est qu'il est binaire, déjà, hein, on le voit. Hein, il y a un danger, c'est soit tu attaques, soit tu fuis.
Et puis, surtout, il est très flou. Il est pas, il est un peu bête. C'est-à-dire qu'il a un sens de la réalité très faible. Lui, sa priorité, c'est de vous protéger, c'est d'assurer votre survie. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de rentrer dans la finesse, et on n'a pas le temps d'intégrer, je dirais, du raisonnement, et donc de faire interagir le mode de fonctionnement plus cartésien, plus logique, etc. Il faut prendre une décision, il faut soit fuir ou soit attaquer. Donc, c'est la raison pour laquelle ce cerveau, en fait, fonctionne depuis des années. Si ce cerveau-là, ce mode de fonctionnement ne fonctionnerait pas, on ne serait pas là, ensemble, là, à discuter. Certainement que l'humanité serait éteinte depuis longtemps. Donc, pour notre survie, on a besoin d'avoir ce mode de fonctionnement. Sauf que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce mode de fonctionnement est toujours valable? Est-ce qu'il est toujours à privilégier? Si vous vous retrouvez en forêt face à un loup, face à un tigre, peut-être que oui. Peut-être que là, il n'y a pas de questions à se poser. Et merci, cerveau reptilien, de nous faire entrer en action, et donc soit d'attaquer ou soit de fuir. Maintenant, en entreprise, si votre patron vient ce matin en vous disant « Écoute, Nathalie ou Sophia, le travail que tu as effectué hier, il n'est pas pertinent, j'aimerais que tu revoies telle partie, etc. » Est-ce qu'on doit attaquer ou est-ce qu'on doit fuir? Je ne suis pas bien sûr. Et donc, c'est là qu'on va essayer de mettre un peu d'intelligence face à nos émotions et de sortir de ce mode automatique. Pour récapituler tout ce que je viens de raconter, quand les personnes travaillent ensemble, des moments que nous, coach, alors je n'ai pas fait le tour de table, je ne sais pas si vous êtes tous coach, mais si vous l'êtes, vous le savez, le travail ensemble, les individus, on met ensemble dans une même pièce pour travailler, c'est ce qui apporte le plus de valeur en entreprise. Ça concerne tout le monde, donc ça concerne les salariés, ça concerne les managers, toutes les personnes dans une organisation. Le problème, c'est que le fait de travailler ensemble génère forcément des émotions. Moi, j'aime bien dire qu'en informatique, quand on code, à partir de la première ligne de code, on génère ce qu'on appelle de la dette technique. Alors, le premier jour qu'on code, bien évidemment, on a l'impression que c'est nickel, qu'on a fait attention au nommage, des variables, qu'on a fait attention à pas mal de paramètres, mais on le sait. À partir du moment où on écrit une première ligne de code, on génère de la dette technique. Parce qu'à terme, ça va devenir compliqué à maintenir, ça va devenir obsolète, il va falloir changer de langage de programmation, etc. Et bien, dans les interactions humaines, c'est pareil. À partir du moment où on commence à interagir ensemble, on va créer ce que j'appelle moi de la dette émotionnelle. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas agir d'une manière appropriée parce que ça demande du courage de dire les choses ou de faire des choses. Et on reste dans notre zone de confort. Et à terme, ça génère de la dette émotionnelle. Et cette dette émotionnelle, si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas régulée, il va y avoir un problème de performance. C'est exactement la même chose que pour une dette technique. Si on ne la gère pas, ça va générer des problèmes de performance sur notre produit ou sur notre logiciel. Là, ce sera sur nos interactions et sur notre manière de travailler ensemble. Ces interactions donc, génèrent des émotions qui, mal régulées, entravent l'intellect et induisent des comportements non appropriés. On l'a vu avec les 3 exemples là, les comportements n'étaient pas les plus appropriés. Ces comportements non appropriés, c'est quoi l'impact? L'impact émotionnel, c'est le désengagement. C'est si je vais fuir, faut absolument que je retourne dans ma zone de confort. Et donc, je vais me désengager petit à petit. Je vais peut-être souffrir, peut-être générer du stress. Je vais peut-être m'épuiser pour arriver jusqu'au burn-out et un mal-être. Et ça, forcément, on le sait, le lien maintenant entre je dirais, le mal-être et la productivité, il est plus à démontrer. Donc, ça va générer une baisse de productivité. Face à ces problèmes, les entreprises, les coachs, les psychologues s'intéressent à pas mal de solutions finalement pour régler ce problème de dette émotionnelle. Moi, ce que je vois, mais ça c'est de mon expérience, je vois pas mal de tests de personnalité, les fameux DISC, les fameux HBDI, pour apprendre à se connaître et mieux collaborer. Je vois également le recours, la médiation, la gestion de conflits, les gestions de crise, etc.
qui sont faites soit par des coachs, soit par des médiateurs. Je vois également tout un tas de programmes menés par des RH pour développer justement ces fameux soft skills pour développer l'empathie, par exemple, des managers, pour qu'ils soient capables de capter, je dirais, ce qui se passe dans les équipes pour mieux les accompagner ensuite. Je vois aussi, dans les accompagnements que je fais, dans les transfos que je fais, des heal-checks. On va prendre la température de l'équipe, on va voir si elle va bien, etc. Le problème avec toutes ces solutions sont les suivants. Concernant les tests de personnalité, ce que je constate, c'est que ça ne prédétermine pas les comportements. Ce que je constate, c'est que c'est assez large, les tests de personnalité. Vous pouvez dire d'une personne qu'elle est empathique, vous pouvez dire d'une personne qu'elle est optimiste, vous pouvez dire d'une personne, si je prends le disque, qu'elle est bleue, qu'elle est verte, qu'elle est jaune, etc. Mais vous cataloguez des personnes, ok, c'est bien, elles apprennent à nous se connaître, puis elles apprennent à être empathiques vis-à-vis des autres qui ne sont pas, je dirais, soit de la même personnalité, soit pas de la même couleur. C'est très bien, c'est un vrai premier pas vers la connaissance de soi et la connaissance des autres. Sauf qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait le point de bascule. Pourquoi une personne qui me semble empathique, qui a priori ne rencontre pas de problème pour s'affirmer, par exemple, va malgré tout mal se comporter à un moment donné. Alors, quand je dis mal se comporter, c'est pas rentrer en colère, forcément, mais c'est peut-être commencer par se désengager, etc. Et ne pas poursuivre ses objectifs jusqu'au bout. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle. C'est pour être encore plus fin dans la compréhension, justement, du lien qui existe entre notre personnalité, nos émotions, nos croyances, nos valeurs et les comportements qu'on va adopter. Le deuxième problème aussi que je vois dans les tests de personnalité, etc., c'est que oui, c'est bien pour une photographie à l'instant T, mais je ne sais pas, moi, comment utiliser ces outils-là pour aider un individu, un manager ou un collectif à développer en fait son intelligence. Je ne sais pas, et j'ai l'impression qu'on ne peut pas développer une personnalité, qu'on ne peut pas, ou alors faire beaucoup d'efforts, on peut faire beaucoup de travail sur soi pour passer d'introverti à extraverti, mais je suis pas sûr qu'on y arrive en fait. Toute une vie, c'est peu pour vraiment changer comme ça de tout à rien sur une personnalité. Et la dernière chose, et ça c'est vraiment mon combat, c'est la responsabilité. Je pense que c'est tout à chacun de comprendre son mode de fonctionnement au plus fin possible pour ensuite adopter les meilleurs comportements. Et donc moi, ce que je cherche à faire à travers tout ce discours autour de l'intelligence émotionnelle, c'est de responsabiliser les personnes. C'est bien d'accompagner les managers, c'est bien d'accompagner les directeurs. Et moi, mon souhait, c'est vraiment d'accompagner tous les individus pour qu'ils se responsabilisent. Donc, une définition complète de l'intelligence émotionnelle, c'est la suivante. Donc, l'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, et à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses comportements de manière efficace et optimale. Quand tout à l'heure, je vous disais il manquait la moitié qui manquait, c'était ça. C'était comment j'utilise en fait ces informations pour guider ma pensée et mes comportements de manière efficace et optimale. Ce qu'il faut savoir sur l'intelligence émotionnelle, c'est qu'à compétences et connaissances techniques égales, ce qui fait la différence entre deux individus, c'est à hauteur de 90%, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est énorme ce chiffre. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous recrutez dans vos équipes un product owner ou un scrum master et que vous avez face à vous différents profils et que d'un point de vue technique, ils sont équivalents, même expérience, on a fait des tests, on a fait des simulations pour évaluer les compétences techniques de ces personnes et on s'aperçoit qu'effectivement, elles sont calées techniquement. Et ben, sachez que la différence entre ces deux personnes, c'est leur intelligence émotionnelle, à hauteur de 90%. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, on dit long sur l'importance d'intégrer vraiment l'intelligence émotionnelle dans les entreprises. Juste pour comprendre la manière dont a émergé cette forme d'intelligence, ça a démarré dans les années, on va dire, 90. Dans les années 90, on commence à
à parler d'intelligence émotionnelle, c'est entre autres Peter Salovey et John Mayer qui, eux, font le constat suivant. Le constat, donc, de voir des personnes, par exemple, brillantes le temps des études, donc à l'école, mais qui pour autant, en fait, dans la vie, quand on les suit, une fois qu'ils ont quitté le banc de l'école, des personnes qui ne réussissent pas tel qu'on l'avait pu l'imaginer auparavant, surtout au vu des résultats scolaires. Personnes qui ont des problèmes relationnels, des personnes qui ont des problèmes au travail, des personnes qui n'arrivent pas peut-être à créer une famille, etc., etc. Et puis, ils ont aussi constaté le contraire. Des personnes qui, en fait, à l'école, n'étaient pas brillantes, ou moyennement brillantes, et qui, au final, dans leur vie, ont su se réaliser, ont su mener des projets avec succès, ont su créer des relations mutuellement satisfaisantes, réussir une famille, etc. Et donc, ils ont commencé à mettre le doigt sur les limites, je dirais, de l'intelligence rationnelle, cartésienne, logique, etc. Et ils ont fait émerger donc une nouvelle forme d'intelligence liée, je dirais, à cette capacité à comprendre les émotions, donc à la fois les nôtres et celles des autres, et à en faire quelque chose, je dirais, d'efficace. Donc voilà comment a émergé l'intelligence émotionnelle. Donc après, il y a pas mal de choses qui ont fait évoluer, donc je dirais, cette découverte. On a Daniel Goleman, qui est très connu, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un psychologue, un journaliste scientifique qui a popularisé je dirais, le concept d'intelligence émotionnelle, entre autres grâce à un gros bouquin de 1000 pages que vous pouvez retrouver dans toutes les meilleures librairies. On a donc trois sortes de, je ne fais pas tout l'historique, mais on a en gros trois modèles d'intelligence émotionnelle. On a un modèle qui est basé sur les habilités, donc vraiment cette capacité à comprendre mes émotions, à comprendre celles des autres et à en faire quelque chose de, je dirais, d'efficace. Simplement, pour évaluer ce genre d'intelligence émotionnelle, il faut quand même être expert déjà, il faut être psychologue, et surtout, il faut observer. Il faut observer. En fait, le diagnostic se fait grâce à une observation sur la durée. Donc, on fait passer des exercices à des personnes, des exercices qui les mettent sous stress, sous pression, etc. Et puis, on voit comment ces personnes régulent leurs émotions. Donc, forcément, ce type de diagnostic coûte cher, mais on ne peut pas comme ça le répandre. Et donc, du coup, nous, l'utiliser en tant que coach agile dans nos accompagnements. Si on bascule sur le modèle des traits, donc on a toute une panoplie de tests qui sont très proches des tests de personnalité, clairement, mais qui mettent en évidence des traits, non pas de personnalité, mais des traits, on va dire, émotionnels. Et ça, l'avantage de pouvoir proposer un autodiagnostic d'une vingtaine de minutes avec une centaine de questions. Donc, c'est subjectif. On considère que la personne est en capacité de se projeter dans des situations et de comprendre quel a été son comportement et donc, derrière, d'en tirer tout un tas de traits émotionnels qui a déclenché ce type de comportement. Et puis, on a un modèle mixte. Donc, le modèle mixte, c'est le modèle, moi, qui m'a intéressé, et qui est aujourd'hui le modèle le plus répandu dans le diagnostic de l'intelligence émotionnelle. Et entre autres, un modèle qui s'appelle le QI, donc l'inventaire du quotient émotionnel, qui a été développé par le psychologue Baron. Et donc, c'est un modèle mixte qui combine à la fois des compétences, donc cette capacité à faire des choses, donc à voir, par exemple, la vie de manière joyeuse, on est optimiste, etc. Mais aussi donc ces fameuses habilités que j'évoque depuis le début, comment je régule les émotions, mais également cette capacité à reconnaître chez les autres des situations de stress ou des situations riches en émotions, donc soit à travers les expressions faciales ou des comportements, du non-verbal, etc. Donc c'est vraiment un mixte de tout ça qu'intègre, je dirais, le modèle Baron. Donc, le modèle Baron, pour faire un zoom, il est illustré grâce à la roue de l'intelligence émotionnelle, une roue qui est divisée en cinq parties, donc 5 dimensions d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, je ne l'ai pas dit, mais c'est la seule forme d'intelligence que vous pouvez développer tout au long de votre vie. L'intelligence logique, cartésienne, on va dire, c'est une intelligence qui a un pic autour de 17-18 ans.
et derrière, elle va se stabiliser, voire se dégrader. L'intelligence émotionnelle, elle, au contraire, elle se développe tout au long de la vie et on dit même qu'elle a un pic au moment du passage à la retraite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement développer ses compétences humaines tout au long de sa vie. Et donc, c'est un voyage qu'on fait. Quand on décide de travailler sur les compétences de l'intelligence émotionnelle, c'est un voyage qu'on fait qui commence par la perception de soi. C'est apprendre à se connaître, apprendre à comprendre quelles sont nos valeurs, nos forces, nos faiblesses, nos limites, nos vulnérabilités, les besoins qu'on cherche à nourrir, etc. Une fois qu'on a fait ce travail d'introspection, on va être en mesure de mieux finalement exprimer qui on est à travers justement nos émotions, nos besoins, nos forces, nos limites, nos vulnérabilités. Ce langage, cette expression, elle va devenir plus authentique. Et cette authenticité, elle va se reconnaître en fait. Les personnes avec qui vous allez collaborer, avec qui vous allez interagir, vont reconnaître en vous cette authenticité. Et ça va les inviter à faire de même. Et donc, vous allez avoir des relations qui vont commencer à changer, qui vont commencer à être plus profondes, satisfaisantes, empathiques, etc. Ensemble ou individuellement, vous allez prendre des décisions. Ces décisions, elles ne vont pas être déchargées d'émotions. Au contraire, vous allez être capable d'intégrer, d'utiliser les émotions dans vos choix de vie, personnels ou professionnels, mais également dans des décisions à prendre au quotidien au travail. Vous allez avoir ce que j'appelle un sens de la réalité développé, objectif, et pas uniquement votre vision du monde. C'est parce que vous êtes ouvert aux autres, c'est parce que vous êtes dans la capacité de comprendre les opinions, les avis et même les émotions des autres, que vous allez avoir un sens de la réalité plus fin, plus aigu, plus juste, plus objectif, et donc prendre des décisions plus éclairées. La suite du voyage, c'est quoi? À partir du moment où j'ai pris une décision, j'entame un parcours, je prends le chemin, et puis je rencontre des difficultés sur ce chemin. Et donc là, la 5e dimension, c'est comment, face aux difficultés, vous réagissez. Est-ce que vous tolérez le stress? Est-ce que vous êtes ouvert au changement, à l'imprévu, aux défis? Comment vous dépassez les défis? Toutes ces questions que vous allez vous poser, une fois que vous avez pris une décision, une fois que vous avez entamé un chemin, où vous rencontrez des difficultés, elles vont nourrir votre perception de soi. Soit vous relevez les défis avec brio, dans quel cas vous êtes content, vous êtes confiant, ça vient nourrir votre amour. Vous vous dites, je pensais que je n'allais pas réussir, au final j'ai réussi, ça vient nourrir votre confiance en soi, ça vient nourrir votre estime de soi, ça vient cranter, je dirais, vos forces. Si au contraire, vous avez rencontré des difficultés et que vous n'avez pas réussi à les dépasser telles que vous aurez aimé le faire, pareil, ça vient nourrir votre amour-propre. Mais cette fois-ci, ça vient illustrer peut-être une vulnérabilité que vous n'aviez pas vue jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de roue et qu'on ne parle pas de pyramide, c'est que sans cesse, vous allez développer votre intelligence émotionnelle. Ça ne s'arrête jamais. Du coup, pour comprendre maintenant de quoi il s'agit, concrètement, j'ai un premier défi à vous proposer. Et pour cela, je vous partage une vidéo. Normalement, vous voyez la vidéo. Oui. C'est parti. Cactus 1549, 700, climbing 5000. Cactus 1549, departure to contact, climb, maintain 15,000. Here, Charlie 2760 is 5,000, turning your right to 150. Charlie 2760, climb, maintain 10,000. 10,000, Charlie 2760. This is Cactus 1539. Hit birds, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning.
It's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We're unable. We may end up in the Hudson. Showing 2760. Turn left 070. 070, showing 2760. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire, actually LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, got Cactus 1529 over the George Washington Bridge, wants to go to the airport right now. wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? We're unable. Ok, donc tout le monde a vu la vidéo, hein, mais ok. Du coup, on va maintenant reprendre les compétences de l'intelligence émotionnelle et je vais donc vous poser la question, donc compétence par compétence, de savoir si le commandant Sully, hein, donc là vous avez compris, hein, il s'agissait donc du commandant Sully qui, au lieu d'atterrir, a préféré amérir hein, pour sauver donc les 155 passagers là, du vol. Donc il a donc rencontré une difficulté, hein, donc 2 oiseaux qui sont venus comme ça l'embêter très fortement. Le commandant Sully a pris une décision, hein, donc celle d'amérir, avec le résultat que vous avez donc vu, hein, donc les 155 personnes ont été sauvées. Donc là, je vais reprendre la roue et vous allez donc m'aider à identifier les compétences émotionnelles du commandant Sully. Et puis après, on reviendra sur une notion que je vous présenterai après, donc les réducteurs de leadership. Mais dans un premier temps, je reprends donc les compétences une par une et dites-moi si le commandant Sully a cette compétence ou pas. Donc l'amour-propre. L'amour-propre, c'est la capacité à se comprendre et se respecter, à accepter ses qualités, ses défauts, ses talents et ses limites. Alors, que dites-vous de cette compétence? Est-ce que Sully a cette compétence? Oui, je pense, moi, qu'il sait de quoi il est capable. Donc, Oui, bien évidemment. Il sait qu'il est... voilà, il connaît... Alors, quand on parle de limites et de talent, hein, on a également cette conscience de soi par rapport à des compétences techniques. Hein. Là, le commandant sait qu'il ne pourra pas atterrir, que c'est techniquement impossible. Il sait également qu'il a a priori la compétence d'amérir. Hein, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire du commandant Sully, on sait qu'auparavant, il a travaillé avec des planeurs, etc., et qu'il a cette capacité d'amérir. Et donc, pour lui, c'était possible. Donc oui, bien évidemment, il a cette compétence de développer. La réalisation de soi, la capacité à se fixer et à atteindre des objectifs en phase avec ses valeurs profondes et à s'engager dans des activités qui enrichissent et donnent du sens à sa vie. Est-ce que, selon vous, on voit cette compétence à l'écran, dans la vidéo? moi, je pense que oui aussi. Hein. Ok, comment? Pourquoi? Parce qu'il il voit qu'il va pas être... il voit très bien qu'il ne va pas pouvoir atterrir, donc il se fixe l'objectif de trouver une autre solution et de s'engager pour tout faire pour y réussir, quoi. Pour réussir à trouver, enfin, à amérir, en fait. Ouais. Alors, on va le voir, hein, après, il y a une compétence qui s'appelle responsabilité sociale. Et pareil, dans le film, on voit Sully
en tout cas, on entend ce livre beaucoup parler de ça. Clairement, pour lui, c'était de sa responsabilité, et c'est normal en tant que commandant que de sauver finalement les 155 passagers. Donc ça correspond à ses valeurs profondes. Et oui, effectivement, dans sa tête, c'était pas possible de faire autrement. Donc oui, il s'est fixé l'objectif de sauver tout le monde, d'amérir, et il s'est engagé là-dedans. On le sent, c'est impressionnant, c'est son ton surtout. Ouais. On va en parler. Ouais. On va en parler. La conscience de soi émotionnelle, donc la capacité à identifier et à accepter ses émotions, la capacité à comprendre la cause et à mesurer l'impact de ces émotions sur soi et sur autrui. C'est étrange parce qu'on sent assez peu d'émotions chez lui. Enfin, il n'y a pas de stress. En fait, il sait ce qu'il va faire. À l'inverse, on n'arrête pas de lui répondre, ben non, il faut que vous retourniez vous poser sur la première piste, ensuite sur une autre, etc. On ne l'écoute pas. Ouais. C'est vrai que lui, il continue comme si de rien n'était. Peut-être que le fait de rester calme, il sait que ça va permettre aux autres de ne pas sombrer dans le stress, justement. Le fait qu'il soit hyper calme, il se rend peut-être compte qu'en restant calme, il va éviter que tout le monde se mette en stress. Alors, vous allez voir, il y a 2 compétences sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire. La conscience de soi émotionnelle. Effectivement, là, on se dit, on ne voit pas beaucoup d'émotions. Alors, peut-être que vous parlez de stress. Alors, attention, le stress, ce n'est pas de l'émotion. Le stress, c'est une réaction du corps face à un défi. Donc, vous avez raison de parler du stress parce que pour le coup, là, il y a un défi. La peur, quoi. La peur. Ouais. Voilà. Et là, l'émotion, peut-être que c'est la peur. Mais effectivement, on a quelqu'un d'assez sûr de lui, quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. En tout cas, on ne le ressent pas. Alors après, là, on a juste un audio. On ne sait pas si sur son expression du visage, il se passe des choses. On ne sait pas trop ce qu'il dit avec le copilote. On ne sait pas trop ce qu'il dit avec le commandant de cabine. Donc, on n'a pas toutes les informations, mais effectivement, a priori, on se dit là, est-ce que le pilote a conscience là de ses émotions? Est-ce qu'il a conscience de sa peur et qu'est-ce qu'il en fait? Ça, c'est vraiment une question que moi je me pose quand je vois cette vidéo. J'en ai discuté avec un ami qui est pilote, il se trouve. Donc c'est intéressant. Je lui ai montré la vidéo et je l'ai interrogé. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on est humain et que oui, forcément, dans cette situation, on ressent de la peur. Il m'a dit, moi, évidemment, j'aurais ressenti de la peur. Mais en fait, ils sont entraînés. Ils sont entraînés pour suivre des protocoles. C'est très protocolaire, en fait. Vraiment, et c'est justement pas pour évacuer l'émotion, mais pour être dans l'action et dans la bonne action. Donc, en fait, c'est ça. J'ai une émotion, mais j'ai tout un système, j'ai tout un protocole, tout un process qui me fait me mettre dans les rails, je dirais, de la bonne action. Là, je ne sais pas si c'était la bonne action, parce que là, pour le coup, le système l'invitait, le commandant, à basculer, à atterrir, pardon. Mais voilà la réponse. Il y a de l'émotion. Est-ce qu'il en a conscience là? Je pense que oui. Mais derrière, il bascule en mode automatique. Là, c'est le cas de le dire. Et c'est supporté par le protocole. L'expression émotionnelle, la capacité à exprimer de façon appropriée ce que l'on ressent vraiment de façon constructive et recevable. Est-ce qu'on a l'impression que le commandant s'exprime? Mais la capacité, il doit l'avoir. Après, la volonté, peut-être pas. Peut-être qu'il pourrait exprimer de façon appropriée, mais justement, il ne le fait pas parce qu'il est dans un autre... Il sait que s'il exprimait sa peur, les conséquences seraient graves. Donc, du coup, il a cette capacité à dire, à changer, quoi, à ne pas l'exprimer. Mais je pense qu'il est capable, oui. Oui, je pense aussi. Mais là, je pense que c'est en lien avec la conscience de soi émotionnelle. Là, c'est pareil, c'est très protocolaire. On sait que les réponses, elles doivent être courtes, elles doivent être comprises, un paquet de doutes. Et je pense qu'il rentre dans ce jeu-là, quoi, quand il dit impossible, unable. J'exprime pas mes émotions et c'est un peu en mode automatique. L'affirmation de soi, donc la capacité à affirmer ses pensées, ses sentiments et ses opinions clairement. Là, on y est. Ouais, c'est à 300%. Là, on y est, bien évidemment. L'indépendance, la capacité à rester maître de ses pensées, de ses actions, sans que l'émotion ressentie, la nôtre ou celle des autres, prenne le dessus. Ouais, là aussi. Là aussi. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup la dernière phrase. La dernière phrase, le commandant du vol ne répétera pas. Ouais. Hein, Oui, on a oui, vraiment là. des gens en face qui disent quoi? Tu vas amérir. Mm. Et lui, là, il décide de ne pas répondre. Mm. Là, il reste indépendant. Là, il se dit, si je réponds, on va peut-être me chahuter dans mon objectif et dans mon choix éclairé que j'ai pris. Relations humaines, la capacité à établir et à maintenir des relations mutuellement satisfaisantes. Je ne sais pas si c'est la volonté première du commandant. Ouais, c'est surtout de sauver Voilà, l'avion et les passagers, oui. Après, exactement. il n'écoute pas trop ce qu'on lui dit, en fait, parce que c'est pas faisable. Ce qu'on lui dit de faire. Voilà, bon là, peut-être que la compétence, effectivement, on ne la voit pas. L'empathie, la capacité à identifier, à comprendre et à prendre en compte les émotions et les pensées d'autrui sans s'identifier à lui. Alors, le sans s'identifier à lui, c'est important. Hein. Beaucoup de gens font un peu la confusion entre empathie et compassion. La compassion, c'est de l'empathie, mais un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on va ressentir véritablement les émotions des autres. Hein, on le sait, les émotions sont contagieuses. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, d'identifier une émotion, de comprendre l'émotion, parce que je me mets à la place de l'autre, mais pour autant, ça reste étanche. Pour autant, ça ne va pas venir bousculer des choses en moi, ça ne va pas venir titiller des valeurs ou tout simplement une émotion, en fait. Hein. Quelqu'un qui pleure, je me mets à pleurer, quelqu'un qui est en joie, je suis joyeuse. L'empathie, c'est, voilà, il y a bien une séparation entre l'empathie et la compassion. Est-ce que là, on a fait preuve d'empathie dans la vidéo? Capacité à identifier, comprendre les émotions, les pensées d'autrui. Bon, pareil, hein, là, il y a toujours débat sur cette compétence-là. Puisqu'on ne voit pas l'émotion véritablement, on se dit, mais à quel moment les personnes ont été dans cette compréhension des émotions et des autres, etc. Bon. Moi, je pense qu'il y a quand même un peu d'empathie quand je pense que ce protocole est vraiment fait pour que les personnes ne soient pas submergées par les émotions. Et je crois que le commandant à la tour de contrôle, par empathie, je crois, n'insiste pas. On voit, hein, il insiste peut-être sur le fait qu'il faut atterrir, mais il n'est pas là en train de dire, mais est-ce que vraiment tu penses que tu peux amérir? Mais tu es sûr, tu n'es pas cinglé dans ta tête? Enfin, on n'est pas du tout dans ce genre de discours. Et moi, je me dis, du coup, est-ce que c'est pas par empathie, en fait, qu'on est en dehors de ce discours? Peut-être que c'est protocolaire, hein, je n'ai pas la réponse. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Responsabilité sociale, la capacité à agir de façon collaborative, constructive et responsable au sein de sa communauté. Donc là, oui ou non, est-ce que le commandant Sully a cette compétence? Alors, collaboratif, c'est ça qui me gêne, en fait. Okay. Parce que là, il est seul à bord. En même temps, c'est son pilote. Il est pilote, hein. Donc, il l'a parce que sa responsabilité, c'est de sauver ses passagers. Donc, il prend des décisions tout seul, en revanche. Je crois que, comme tu dis, on ne sait pas ce qu'ils se disent entre eux dans la cabine, en fait. Ouais, il y a ça, mais en fait, quand on regarde le film, à un moment donné, Sully le dit clairement. Il dit, je me suis senti responsable, socialement, et c'est ça, en fait, qui l'a drivé. Pour lui, il était impossible de faire autrement. Il fallait vraiment prendre le risque d'amérir. Déjà, parce qu'il semblait pour lui que c'était la manière la plus juste, en tout cas la plus sécure, mais surtout, il a été envahi d'une mission qui était de sauver tout le monde. Donc ça, fortement. Résolution de problèmes, voilà, je pense qu'on va aller vite. Hein. La capacité à trouver des solutions aux problèmes lorsque les émotions sont impliquées. Cela inclut la capacité à comprendre le rôle des émotions dans la prise de décision. C'est ce qu'on appelle le sang-froid, non? Alors, le sang-froid, c'est après. C'est une autre compétence. Là, c'est la capacité finalement à très vite faire le tour des options possibles et à trouver l'option la plus juste, celle qui va vraiment nous permettre d'atteindre l'objectif, de résoudre le problème. Et pour faire ce travail-là, il faut à un moment donné prendre une vue de hauteur, une vue hélicoptère sur le problème. Et c'est cette capacité-là. Bien évidemment, il l'a. Je pense qu'il a vu les différentes options et qu'il a posé le pour et le contre des différentes options. Et sans avoir peur, finalement, il a pris une décision qui est celle d'amérir. Donc, il a la capacité de résoudre des problèmes. Le sens de la réalité, donc la capacité à considérer les choses objectivement, telles qu'elles sont et non telles que nous les imaginons.
Donc là, pareil, hein, le sens de la réalité, très, très juste. Hein, il a pris cette vue de hauteur, c'est ça. Et le contrôle des impulsions. Donc là, le contrôle des impulsions, c'est ça, le sang-froid dont vous parlez tout à l'heure. C'est la capacité à résister ou à retarder dans le temps une impulsion ou une tentation. Hein, donc là, clairement, il y a un contrôle, on le sent. Contrôle de soi, contrôle des impulsions, contrôle des émotions, qui lui permet justement de mettre les émotions un peu de côté, ou en tout cas, de ne pas être envahi par les émotions et donc de prendre des décisions éclairées. Une fois qu'il a pris la décision, donc face aux problèmes, etc., qu'il rencontre, est-ce qu'il est ouvert au changement? Donc, la capacité à adapter ses émotions, pensées et comportements à des idées ou circonstances nouvelles, imprévisibles ou changeantes. Là, on est clairement dedans. Hein. Ouais, bah oui, il s'adapte. Hein. Là, il s'adapte. Hein. Là, Ouais. c'est... Au fur et à mesure, il change. Ouais, il se réoriente. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, il sort du protocole. Hein. Le protocole l'incite à écouter déjà ce qu'on lui raconte, hein, à la tour de contrôle. Donc là, on lui dit, il faut que tu atterrisses. Et lui, face à la difficulté, il se dit non, moi, je vais faire autrement. Donc, il est bien évidemment ouvert au changement. Tolérance au stress, donc la capacité à faire face à la difficulté et à agir de façon efficace dans des situations de stress. Voilà, chapeau. Donc, chapeau bas. Et l'optimisme, pour la dernière compétence de l'intelligence émotionnelle, la capacité à voir le bon côté de la vie et à maintenir une attitude positive, même dans l'adversité, la difficulté ou l'échec. Moi, j'aurais pas dit optimiste, j'aurais dit neutre. Il reste hyper neutre, quoi. Enfin, il montre pas qu'il est super confiant, mais ni qu'il est, il est sûr de lui. Voilà. Donc. Oui, mais ouais. Ouais, mais quand même, il est vraiment mal barré. D'ailleurs, on sent que quand les autres lui disent il a perdu les 2 moteurs. Enfin bon, on sent qu'il cherche une solution désespérément. Et lui, bon, oui, c'est vrai. Il peut dire ma solution va marcher. Quoi. Il est confiant, c'est vrai. Oui. Ah ouais. Là, il faut voir le verre à moitié plein là pour se dire je vais amérir et sauver tout le monde, je pense. Hein. Il faut avoir la foi en soi déjà et peut-être même en la vie, quoi. Donc voilà pour les 15 compétences. Alors, juste pour terminer ce premier défi, parmi les 15 compétences donc, de la roue, hein, la roue de Lucky Eye, hein, les compétences de l'intelligence émotionnelle, on en a 4 qui sont identifiées hein, par le modèle comme étant des réducteurs de leadership. Réducteurs de leadership, hein, c'est ces fameuses compétences qui, si on ne les active pas, si elles sont en dehors de notre zone de confort, eh ben, on va avoir un comportement inapproprié. Inapproprié en termes de leadership, c'est quoi? Ça veut dire un comportement plutôt passif, hein, et peut-être voilà, ne pas aller jusqu'au bout de l'action, en tout cas de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, parmi les 15 compétences, l'indépendance. Hein, l'indépendance, c'est cette capacité à rester maître de ses pensées, de ses actions, quelle que soit l'émotion ressentie, donc d'aller jusqu'au bout. Là, clairement, on l'a dit, hein, le commandant Sully a fait preuve d'indépendance. Il est allé jusqu'au bout de son idée d'amérir. Ouais. Si, à un moment donné, il avait fléchi, si à un moment donné, il s'est dit « Oh là là, non, mais en fait, j'ai trop peur, je ne vais pas y arriver », bah, il aurait suivi la tour de contrôle et donc, du coup, il aurait essayé d'atterrir et il aurait échoué. Ouais. On le sait, hein. Quand on regarde le film, on sait que atterrir, c'était un échec. Donc là, l'indépendance fait qu'à un moment donné, on réduit le leadership, notre leadership, si on n'a pas cette compétence suffisamment développée. Pareil pour la résolution de problèmes, on le voit. Hein, si je ne suis pas en capacité d'avoir une vue objective du problème, de la situation, je ne suis pas capable de cibler toutes les options possibles hein, pour trouver la solution la plus appropriée, bah, on le voit dans l'exercice là que je vous ai soumis. Pareil, échec. On atterrit et on meurt. Hein. Je vais loin, mais c'était ça hein, le défi. Contrôle des impulsions. Donc là, c'est la capacité à résister, à retarder le moment où on va être émergé par les émotions. Là, certainement que Sully, une fois qu'il a améri et qu'il a sauvé tout le monde, peut-être que là, c'est là qu'il prend tout le flot d'émotions au visage et dans son corps. Et voilà, il a su retarder ça. Et ça, c'est super important. Alors ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de managers, hein, de leaders qui me disent « Mais Sébastien, je comprends pas. Je dois, moi, montrer que je suis capable d'aller jusqu'au bout et d'être tenace, etc. » Et donc,
ils ne voient pas le contrôle des impulsions comme un réducteur de leadership. Ils se disent au contraire, bah non, si je montre un peu d'énergie, si je montre un peu d'émotion, eh ben, ça donne de l'énergie à l'équipe de me suivre, etc. Faire attention. Hein, il y a l'indépendance, pour moi, c'est la bonne énergie. Hein, de montrer qu'on va jusqu'au bout, c'est bien. D'être dans l'impulsion, de montrer sa colère, de montrer son agacement, son inquiétude, c'est pas ça qui crée un environnement sain, bienveillant. Il faut faire attention au contrôle des impulsions. La tolérance au stress, bien évidemment, tout est lié. Si je ne suis pas capable de gérer mon stress, en tant que leader, ça peut être problématique. Donc voilà pour les 4 réducteurs de leadership. Donc ces 4 compétences-là, pourquoi je vous en parle dans notre quotidien, si on coach des équipes Scrum avec des product owners et des Scrum Masters, il me semble important de s'intéresser à ces 4 compétences au sein de ces équipes. Donc, bien évidemment, en premier lieu, chez un Scrum Master et un Product Owner, on sait qu'ils vont incarner ce leadership au sein d'une équipe Scrum, mais également au sein de l'équipe. Le leadership, on le voit, il est partagé par l'équipe et c'est intéressant de voir en fait au sein d'une équipe Scrum, une équipe agile, comment sont positionnées ces 4 compétences. Est-ce qu'elles sont motrices ou au contraire, est-ce qu'elles sont plutôt des compétences qui vont être plutôt dites passives en fait en termes de comportement. Donc, deuxième volet de cet atelier, une histoire d'équilibre. Donc là, vous l'avez vu, vous avez vu le modèle Baron, vous avez vu les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de voir comment nous, donc individuellement ou collectivement, on est positionné par rapport à chacune de ces compétences. Si je vous dis le commandant Sully, c'est génial, il est super optimiste, voilà, il est optimiste, c'est quelqu'un d'optimiste. On peut se dire, si on prend la compétence individuellement, on peut dire c'est génial, bah oui, c'est bien, il faut qu'il soit optimiste. Derrière, s'il a un sens de la réalité très bas, ça va poser problème, en fait. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune des compétences est reliée à d'autres compétences du modèle. Et que c'est cette considération-là qu'il faut faire pour développer son intelligence émotionnelle et pour comprendre les comportements. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vous ai donné un exemple d'optimiste et de sens de la réalité. Quelqu'un qui a un optimisme élevé et un sens de la réalité très basse, en fait, il va peut-être partir sur des solutions compliquées ou peut-être pas la meilleure solution parce qu'il n'a justement pas le sens de la réalité très élevé. Si je donne l'exemple de l'affirmation de soi et la relation humaine, quelqu'un qui a une affirmation de soi très haute et relation humaine très basse, ça fait de lui finalement un tyran ou un dictateur. C'est le genre de personnes qui coupent la parole en réunion, qui veulent exister, etc., qui ne vous écoutent pas. Parce que pour lui, ce n'est pas important d'entretenir des relations humaines satisfaisantes. Donc, vous voyez, l'affirmation de soi, on se dit c'est bien, ça peut être une compétence intéressante, c'est bien de s'affirmer, mais pas au détriment des relations humaines. L'affirmation de soi basse et les relations humaines hautes, c'est le contraire, en fait. C'est ce que j'appelle moi le caméléon social, quoi. C'est les personnes qui vont privilégier les relations plutôt que ses opinions. Et donc, c'est des personnes qui vont se taire, ne vont pas oser prendre la parole en réunion par peur de mal faire ou par peur d'être rejeté, par peur d'exprimer une idée qui ne va pas être accueillie par les autres. Et donc, l'idée en intelligence émotionnelle, si on veut développer cette forme d'intelligence, c'est de venir rééquilibrer ce que j'appelle moi les déséquilibres émotionnels. Comment on rééquilibre les compétences de l'intelligence émotionnelle? Ce n'est pas en rabaissant la compétence haute. L'affirmation de soi, là, si elle est élevée, c'est une force. Ce qu'on va faire, c'est plutôt relever la compétence basse. On va rééquilibrer les compétences en relevant les compétences basses. Donc là, en accompagnement, moi, ce que je fais, je travaille plutôt les relations humaines avec cette personne. C'est du bon sens, ce que je vous dis. C'est travailler l'empathie, travailler les relations humaines avec cette personne pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle continue à s'exprimer telle qu'elle le fait jusqu'à maintenant, mais en ayant une conscience des autres plus forte, de leurs besoins, de leurs émotions et surtout, quel est l'impact que ça a sur eux, la manière dont je m'exprime. Vraiment, c'est une prise de conscience.
pour améliorer donc du coup l'efficacité collective. Du coup, je vais vous donner l'exercice suivant. On va prendre le cas concret, par exemple, d'un Scrum Master. Un Scrum Master qui est garant de la méthode Scrum seulement, mais aussi cette compétence de résoudre des problèmes. Donc, on va prendre ces deux compétences qui sont fortement reliées entre elles, hein, résolution de problèmes et flexibilité. Flexibilité, c'est l'ouverture au changement, et surtout face aux difficultés, face à des circonstances imprévisibles. On va prendre le cas d'un Scrum Master qui a une compétence très élevée en résolution de problèmes. Donc, compétence résolution de problèmes plus, et flexibilité moins. Donc, ça veut dire vraiment pas ouvert au changement. Quel comportement aura ce Scrum Master? Qu'est-ce qui sera visible dans dans le comportement de ce Scrum Master et in fine dans l'équipe, hein. Si tout le monde suit le Scrum Master, Mais ouais. ce sera toujours lui qui aura raison. Enfin, c'est lui qui trouvera les solutions et il ne sera pas apte à écouter ou à accepter d'autres solutions. Il pensera toujours que c'est sa solution la meilleure. C'est pratiquement ça, c'est ça. C'est pratiquement ça. Alors, c'est ça. C'est la personne, elle va trouver des solutions, mais c'est selon son point de vue, c'est selon la résolution de problèmes qu'elle met en œuvre depuis des années. Et si effectivement dans l'équipe, des personnes ont envie de tenter autre chose, cette personne, elle va avoir beaucoup de mal à poursuivre cette solution-là. Donc, c'est ça. Si, au contraire, la personne a une flexibilité plus, donc vraiment ouverte à toutes les solutions possibles, mais une résolution de problèmes très basse, très basse. Ça donne quoi en termes de comportement observable dans l'équipe, hein, chez le Scrum Master, mais aussi dans l'équipe, pourquoi pas? Je laisse les autres parler. Alors, j'ai vu que Sophia, en fait, elle a un problème de micro, et donc c'est plutôt par message qu'elle s'exprime. Donc, je lis les messages s'il faut. Et puis, effectivement, Nathalie Morin, si tu as envie de nous dire ce que tu en penses là. Là, ce sera peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'il aura tendance à écouter tout le monde et peut-être à pas trancher ou à pas donner son avis lui-même. Ouais, le mot-clé, c'est trancher. Le mot-clé, c'est trancher. Là, vous allez avoir des équipes ou la personne, hein, qui vont envisager plein d'équipes, plein de solutions. Hein, vous allez brainstormer et ils vont être très forts. La phase divergente, en fait, hein, incroyable. Ils savent visualiser toutes les options. Simplement, ils ne savent pas trancher. Ils ne savent pas prendre de décision. Alors, quand je dis ils, hein, c'est soit le Scrum Master ou soit l'équipe. Et ça arrive. Hein. Moi, je le vois, hein, des équipes qui n'arrivent jamais à converger, jamais à trancher. Et donc, les deux équilibrés, hein, ce qu'on va chercher à créer là, c'est une personne ou une équipe. Alors, créer une personne, non, mais en tout cas, développer l'intelligence émotionnelle de la personne pour qu'elle puisse sortir du cadre. Voilà, hein, c'est bien de sortir du cadre, c'est bien d'imaginer toutes les solutions possibles, mais il faut aussi trouver la solution qui sera acceptable par tous. Hein. Donc, c'est vraiment phase divergente et convergente. Donc, moi, en tant que coach agile, je vois en fait où se trouve le déséquilibre. Est-ce que l'équipe est bonne sur la phase divergente? Dans quel cas, je me dis c'est très bien. Je les laisse faire. Par contre, si je vois qu'ils sont toujours dans la capacité de prendre une décision et de trancher, je vais plutôt les accompagner sur OK, très bien. Maintenant, comment on prend une décision? Voilà, comment on trouve la solution. Un autre exemple, alors cette fois-ci peut-être pour le product owner. Hein, un product owner, pour qui ça va être intéressant de voir ces deux compétences développées. Donc, la première, l'indépendance, cette capacité à rester maître de ses pensées, de ses actions, sans que l'émotion ressentie, donc la mienne et celle des autres, viennent nous envahir et surtout influencer notre prise de décision ou même nos décisions par la suite. Et la conscience de soi émotionnelle, donc cette capacité justement à identifier, à comprendre nos émotions, l'impact que ça a sur moi et sur les autres. Si je prends un product owner, par exemple, qui a une indépendance très, très élevée,
très élevé. Donc, il va rester maître de ses décisions et une conscience de soi basse, très très basse. Ça donne quoi comme comportement? Il va diriger tout seul, enfin, il ne va pas écouter les autres, en fait. Donc, c'est un électron libre. C'est un électron libre. Elle avance seule. Hein, elle a un objectif. Alors, pourquoi je parle de product owner? Parce que c'est souvent, enfin, c'est le product owner qui a la vision, en tout cas qui incarne cette vision, qui va venir fixer des objectifs de sprint. Alors, avec l'équipe, bien évidemment, mais c'est quand même lui qui incarne tout ça. Mais si cette personne le fait seule, dans son coin, le comportement visible, c'est ça. Et pour le coup, moi, dans ma dernière mission, c'est ça. J'avais un product manager qui avançait seul et qui ne considérait pas du tout, finalement, les autres, que ce soit leurs avis ou que ce soit leurs ressentis, etc. Et ça a un impact très négatif, en fait, sur la suite, je dirais, des événements. Si on considère le contraire, à savoir une conscience de soi émotionnelle très élevée et une indépendance très faible, ça donne quoi comme comportement? Beaucoup de changements. Ouais. Caméléon. Ouais, beaucoup de changements. Et ça, pour un product owner, c'est mauvais. C'est une personne qui, en fait, se fait envahir par ses émotions et qui est complètement, je dirais, à la merci des autres. Quand je dis à la merci des autres, c'est un product owner, par exemple, qui va faire un atelier comme ça avec des parties prenantes pour comprendre un petit peu voilà, la perspective, travailler peut-être une roadmap, etc. Et qui, une fois, en fait, prend une décision, se laisse berner par la vie des autres. C'est-à-dire que quand il va présenter la roadmap à l'équipe, peut-être si l'équipe a dit « Oh, mais pas du tout, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses, on va pas y arriver, on n'est pas prêt, etc. » Qui dit tout de suite « Très bien, on change alors. » Et puis qui retourne voir les parties prenantes et qui se fait chahuter. Et puis pareil, on change en fait. Donc compliqué finalement à rester maître en fait des décisions qu'on a prises. Et ce qu'on va chercher à faire là dans l'accompagnement, c'est d'équilibrer ces deux compétences, l'indépendance et la conscience de soi émotionnelle. Il faut que la personne, elle prenne bien évidemment en compte les idées, les opinions, les ressentis des autres, qu'elle ne se laisse pas influencer, je dirais, négativement par tout ça, et qu'elle sache à un moment donné, une fois qu'elle a pris sa décision, se détacher du groupe. C'est exactement ce qu'a fait Sully. Quand Sully a décidé de ne pas répéter au groupe le choix qu'il avait fait, c'est un product owner qui a pris un peu le pouls à droite et à gauche et qui, à partir du moment où il a pris une décision, il s'est détaché du groupe pour poursuivre son objectif. Donc voilà pour deux exemples concrets d'équilibre qu'on va chercher à développer au sein d'une équipe, on va dire Scrum. Maintenant, vous l'avez compris, c'est plus complexe que ça. Une équipe Scrum, ce n'est pas uniquement un Scrum Master, ce n'est pas uniquement un Product Owner, ce n'est pas uniquement un déséquilibre tel qu'on l'a vu là. En fait, c'est un ensemble de personnes, c'est un collectif, et ce n'est pas uniquement un déséquilibre, mais c'est plusieurs déséquilibres. Donc là, sur la dernière partie de l'atelier, je vous propose d'être dans du concret. Là, vous avez à l'écran le diagnostic, alors très simplifié, d'une équipe que j'accompagne actuellement. Vous avez les 3 forces de l'équipe et vous avez les 3 axes, on va dire, à renforcer. J'aime pas dire le mot faiblesse. Pour moi, il n'y a pas de faiblesse. On a juste des compétences qui sont dans notre zone de confort et d'autres compétences qui sont dans notre zone d'inconfort. Et il y a toujours une raison à cela. Et donc, il ne faut pas se juger négativement et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas parler de faiblesse. Par contre, c'est bien de prendre conscience sur les axes à renforcer. Donc là, l'équipe que vous avez, elle a 3 forces. Elle est optimiste. Elle a un amour-propre élevé et elle a une forte empathie. Donc, si je reprends un peu les définitions, c'est-à-dire que c'est une équipe qui voit la vie du bon côté, le verre à moitié plein. L'amour, elle a une conscience fine de ses limites. Elle sait les sujets qu'elle ne doivent pas aborder parce qu'elles ne sont pas pertinentes, pas efficaces dans ces sujets-là. Et au contraire, elles savent les sujets qu'elles ont envie de traiter parce qu'elles ont une expertise, parce qu'elles savent qu'elles sont performantes, elles ont une confiance assez développée dans certains domaines. L'empathie, c'est elles savent se mettre à la place des autres.
comprendre les autres. Les axes à renforcer, c'est l'indépendance. On l'a vu, hein, l'indépendance, quand elle est à renforcer, ça veut dire qu'on ne garde pas le cap jusqu'au bout. Hein. On prend une décision, on dessine un plan d'action, mais on ne va pas jusqu'au bout. Le sens de la réalité, il est faible dans l'équipe. Il est faible. Il y a un côté un peu utopique. Et le côté utopique, il est d'autant plus grand que l'optimisme et le sens de la réalité forment une connexion très forte en termes d'intelligence émotionnelle. Et là, on voit cette connexion très déséquilibrée. Hein. L'optimisme est très élevé et le sens de la réalité très basse. Donc, on a une équipe qui est utopique. Et on a une expression émotionnelle assez faible, donc une équipe qui n'exprime pas comme ça facilement ce qu'elle ressent. Hein. Quand elle ne va pas bien, ne le dit pas. Donc, il faut aller chercher l'équipe pour comprendre quand elle ne va pas. Donc, voilà un petit peu le profil en termes d'intelligence émotionnelle de l'équipe. Et moi, je voulais vous poser la question suivante pour faire le lien avec les valeurs de Scrum. Hein. Et en fait, à travers cet exemple, vous aurez compris tout le cheminement que j'ai eu, moi, quand je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle. La question que je me suis posée, hein, quand j'ai été formé à Scrum, c'est, mais OK, on parle d'engagement, on parle de courage, on parle de focus, on parle d'ouverture et on parle de respect. Mais comment, moi, en tant que coach, je peux comprendre comment ces valeurs sont incarnées dans les équipes? Et puis, est-ce qu'il y a un outil qui permet de diagnostiquer ces valeurs? Parce que pour moi, il était primordial de suivre l'équipe aussi sur ces valeurs. Comment l'équipe chemine à travers ces valeurs. Donc, bien évidemment, vous aurez compris, hein, le diagnostic et les compétences de l'intelligence émotionnelle, c'est la solution que j'ai trouvée pour faire le lien entre les valeurs et les compétences. Donc, je vous pose la question, si on prend les valeurs une par une, l'engagement, selon vous, est-ce que l'équipe tient ses engagements avec les forces et les faiblesses que vous voyez à l'écran? Alors déjà, est-ce que l'équipe s'engage? Est-ce que c'est une équipe qui, quand on lui pose la question, OK, l'objectif du sprint, c'est ça. On engage tout ça dans le sprint. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que pour vous, l'équipe, elle dit oui ou elle dit non? Je schématise. Hein, Elle va dire oui. Et oui, là, elle est optimiste. Elle est optimiste et elle a un sens de la réalité faible. Ouais. Clairement, moi, c'est une équipe, j'ai vu des choses incroyables avec cette équipe. Hein. Ouais. Des équipes dire ouais, on va y arriver, mais bien sûr, on y va, on fonce, bien sûr qu'on va y arriver. Ça, c'est vrai. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'elle tient ses engagements? Ben non, parce que comme ils sont faibles en indépendance et en sens de la réalité. Eh oui. C'est-à-dire que dès le départ, ils s'étaient un petit peu trompés. Ils n'avaient pas évalué tous les critères, pas suffisamment en profondeur en tout cas. Il n'y a pas des personnes très factuelles dans cette équipe qui va venir peser le pour et le contre sur chaque solution ou en tout cas chaque engagement à prendre. Et donc, du coup, ils foncent et à la fin, ils se font rattraper par la réalité. Hein. La réalité, c'est quoi? C'est on n'avait pas suffisamment de temps, on a dépassé notre vélocité, on s'était emballé, etc. Donc, oui, le courage. Est-ce que l'équipe a le courage, là, de dire les choses, par exemple? Voilà, de dire les choses, d'oser dire les choses. Alors, plutôt non. Comment? Plutôt non. Plutôt non. Ah, plutôt non. Par rapport à quoi tu penses, Nathalie? On voit qu'il faut renforcer l'expression émotionnelle. Ils ont du mal à dire ce qu'ils ressentent. Et puis l'indépendance aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir du mal à affirmer leur position. Et alors, très juste, et je rajouterai à ce que tu dis, Nathalie, l'empathie. L'empathie, c'est une force de l'équipe, mais elle a un revers. Vous allez le voir après, hein, chaque force a un revers. Là, ici, le revers, c'est que par empathie, je n'ose pas dire à l'autre qu'il se trompe, ou je n'ose pas dire à la personne, attention, là, tu t'emballes. Voilà. Ça, c'est le revers de l'empathie. C'est je me mets à la place de l'autre. Oh, il a envie de traiter ce sujet-là. D'autant plus qu'il y a un amour-propre élevé. Hein. Dans l'équipe, là, on a des gens qui sont tous experts dans un sujet et qui, quand ils s'engagent sur un sujet, il y a une forte motivation. Et on le sait, dans cette équipe, c'est la motivation qui fait qu'à un moment donné, ils vont être déterminés et on espère aller jusqu'au bout. Et donc, par empathie, moi, je sais, hein, le responsable de l'équipe les laisse aller un petit peu dans leur sujet parce qu'il sait que c'est un moyen de les engager. Mais il se trompe
dans un sens. C'est que sans leur dire attention, tu t'engages peut-être un peu trop fort et peut-être que tu es trop optimiste, peut-être que tu fonces dans ton sujet et il faudrait peut-être réfléchir à faire autrement. Comme il n'ose pas le dire, bon, il laisse l'équipe se tromper un peu. Le focus, on l'a compris, hein, le focus, c'est rester concentré, c'est atteindre l'objectif, c'est le cap. Donc là, à votre avis, est-ce que l'équipe est focus? Là, ça peut être. Là, j'attends 2 réponses à ça. Il y a un double visage par rapport au focus. Moi, j'ai observé 2 comportements dans cette équipe. Peut-être focus, oui, parce qu'ils sont optimistes, donc ils y croient quand même. Ouais. Donc, ils sont capables de rester sur leurs décisions. Mais après, vu leur faiblesse, comme ils n'ont pas de sens de la réalité et tout, ça peut partir. Ils ont une faible en indépendance. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise quelque chose pour qu'ils partent sur un autre sujet ou qu'ils ne restent pas focus justement sur leur plan d'action initial. Ouais, il y a de ça. Ouais, il y a de ça. L'indépendance, c'est ça. En fait, ce que j'observe, c'est qu'on a des gens qui s'engagent sur des sujets qui les passionnent dans cette équipe. C'est l'amour propre qui fait ça. L'amour propre, quand on connaît ses limites, qu'on connaît ses zones d'expertise, etc., ces sujets d'expertise, je vois l'équipe s'engager très facilement dans ces sujets-là et maintenir le cap. Je dirais vraiment tenir les engagements. Parce que ça les passionne. En fait, ils sont dans le flow. Donc, le focus est là. Par contre, dans le backlog, on a des sujets qu'il va falloir adresser et qui ne sont pas tous dans notre zone de confort ou dans notre expertise. Les équipes les prennent. Et là, le focus est faible, en fait, parce qu'elles elles sont détournées par des sujets qui les intéressent, elles procrastinent sur des sujets qui les intéressent un peu moins, etc., etc. Donc là, le focus, il y a 2 choses. Donc, quand les personnes s'engagent sur des sujets qui les intéressent fortement, elles avancent et elles sont dans le flow. Quand au contraire, elles s'engagent sur des sujets qui les intéressent un peu moins, là, elles font preuve de tous les défauts qu'on voit ici, hein, les défauts entre guillemets, bien sûr, faible indépendance, je ne vais pas jusqu'au bout, etc., etc. L'ouverture. Donc là, est-ce que pour vous, l'équipe fait preuve d'ouverture? Oui. Ouais, moi, je pense que oui. Avec aussi. de l'empathie. Ouais. D'optimisme, ouais, je pense. Ouais. Alors pareil, il y a un peu oui et non. Je le vois dans l'équipe. Vraiment, là, je suis sur un exemple très concret. Et ce que je dis, ça vaut uniquement pour cette équipe-là. Hein. Je ne dis pas parce qu'on est comme ça, avec ces forces-là ou ces faiblesses-là, qu'on est forcément ouvert ou pas. Hein. Moi, ce que j'observe dans cette équipe-là, c'est encore une fois pareil. Hein, on est optimiste, on va y arriver, donc on est ouvert aux idées des autres, etc. Mais on reste quand même beaucoup ouvert sur les sujets qui nous intéressent. Ça, c'est l'amour propre, encore une fois, qui fait que quand ça nous concerne, quand ça concerne mes sujets de prédilection, on est très ouvert. Par contre, je vois une équipe qui des fois se désintéresse des sujets qui sont peut-être plus prioritaires parce qu'ils ne sont pas dans leur zone d'expertise. Et le respect, dernière valeur donc, de Scrum. Pour vous, est-ce que l'équipe fait preuve de respect ou pas ici? Je dirais oui, moi. L'empathie. Il y a beaucoup d'empathie dans cette équipe, il y a beaucoup de respect. On respecte beaucoup les idées des autres. Ça rejoint ce que je disais. Hein, on a un manager, enfin un leader d'équipe qui les respecte énormément et qui du coup les laisse mener un petit peu les sujets tels qu'il l'imagine. Donc oui. Donc voilà pour le dernier exercice. Juste pour que vous compreniez un petit peu les questions qu'on pose à une équipe quand elle découvre en fait les résultats de son diagnostic. Hein. Moi, quand je fais ce type d'accompagnement, j'anime un atelier avec l'équipe durant lequel je leur présente les résultats. Et donc, c'est vraiment un atelier qui très ludique. Hein, on joue au jeu de questions-réponses. En gros, je les fais deviner, hein, selon vous, quelles sont vos valeurs fortes, quelles sont vos compétences fortes. Hein, donc, je ne les affiche pas, je leur demande de se positionner et de réfléchir. Et puis, je leur affiche les résultats et souvent, on a de la surprise. Pareil pour les points faibles. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, Là, oui. pour déterminer justement ces forces et ces axes d'amélioration,
chaque équipier a rempli le questionnaire et toi, tu as, on va dire, une sorte de moyenne ou vue en globalité, ou Oui. c'est ton diagnostic par rapport à des Non, réunions auxquelles tu as assisté? non, c'est exactement ça. Il y a un diagnostic, hein, donc le diagnostic EQI, hein, donc du psychologue Baron, c'est un questionnaire, donc c'est une auto-évaluation qui dure 20 minutes. Il y a 133 questions. Donc, on demande aux personnes qui passent l'auto-évaluation de simuler une situation, hein. Donc, c'est vraiment que des situations. Et on leur demande quel comportement tu aurais dans ce cas précis. Donc, ça donne lieu à un diagnostic individuel. Donc, moi, ce que je fais quand j'accompagne une équipe, hein, c'est que toutes les personnes, bien évidemment, passent le diagnostic individuel. Et ça donne lieu à une restitution individuelle. Donc, moi, je prends le temps, donc ça dure 1 heure, hein, à chaque personne. J'affiche les résultats donc, individuels et je fais du coaching individuel. Hein. En gros, c'est quoi l'objectif que tu te fixes professionnellement ou personnellement? Qu'est-ce qui fait que tu avances dans cet objectif et qu'est-ce qui, au contraire, fait que tu rencontres des difficultés pour atteindre cet objectif-là? Donc là, c'est une prise de conscience, hein, des difficultés. Et puis après, on creuse les compétences, une par une, ou celles pour lesquelles on veut faire du focus, celles qui nous semblent intéressantes de creuser parce qu'on voit bien que le problème est là, en fait. Hein. Si je veux dépasser une difficulté, peut-être que je dois travailler mon indépendance, peut-être que je dois travailler mon empathie. Hein. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Et ça, c'est un travail que je fais de manière individuelle, qui n'est pas forcément lié à un objectif collectif. Hein. C'est vraiment 2 travaux différents. Et puis derrière, j'ai un commanditaire qui me dit, moi, j'aimerais améliorer la performance de mon équipe, ou j'aimerais qu'elle soit plus empathique, j'aimerais qu'elle travaille sa confiance en soi, j'aimerais que, etc., etc. Un objectif que mon commanditaire me fixe. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je récupère tous les résultats individuels et j'en crée un diagnostic collectif anonyme. Donc anonyme, hein, donc c'est 6 pages. Hein. Donc le diagnostic individuel, c'est une vingtaine de pages. Le diagnostic collectif, c'est 6 pages qui reprend les forces, les axes d'amélioration, la répartition, hein, super intéressant la répartition. La répartition, c'est pour le coach soit capable d'identifier finalement ce que j'appelle les ressources. Là, dans l'équipe, par exemple, que vous avez donc à l'écran, hein, l'indépendance, en fait, on a 3 personnes qui ont une très, très faible indépendance et on a une personne qui, elle, c'est sa force numéro 1, l'indépendance. Donc moi, sans nommer les personnes, hein, dans mon atelier collectif, j'incite finalement les personnes qui sont les ressources pour l'équipe à faire le geste, en tout cas de se prononcer et de venir en ressources, en renfort de l'équipe. Et donc, souvent, hein, et c'est le cas, souvent la personne dit c'est moi qui ai l'indépendance haute, c'est moi qui peux vous aider finalement à travailler ça. Donc, super important après pour constituer des binômes ou pour mettre les forces au détriment, je dirais, des axes à renforcer. Donc, pour répondre à ta question, pour faire clair, c'est des diagnostics individuels dans un premier temps qui donnent lieu à un diagnostic collectif. Et moi, en atelier, c'est uniquement le diagnostic collectif que j'affiche, hein, qui est anonyme et qui ne pointe personne du doigt, bien évidemment. Et donc, l'atelier, c'est la prise de conscience dans un premier temps. Hein. Quel est l'impact positif de ces forces sur l'équipe? L'optimiste. On est optimiste, on est utopique. Hein, c'est bien, mais en même temps, il y a un revers. C'est quoi le revers? Vraiment, la prise de conscience, elle passe par ces 2 questions. C'est quoi la force? Quel est l'impact que ça a sur l'efficacité de l'équipe? Et quel est son revers? L'exemple concret, c'était l'empathie. L'empathie, c'est une force, mais on voit que de temps en temps, trop d'empathie fait qu'on n'est pas efficace. Comment ces forces pourraient-elles être encore plus efficaces? L'idée, c'est vraiment de dire, on a des forces, est-ce qu'il n'y a pas encore un moyen de les rendre encore plus efficaces? À partir de cette question-là, j'ai des équipes qui commencent déjà à faire émerger des plans d'action, hein, des actions. Il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, etc. C'est super intéressant. Ensuite, je bascule sur les points à renforcer et je leur dis quel est l'impact de ces compétences basses? Donnez-moi des exemples concrets. Attention, hein, dans ce type d'accompagnement, il faut vraiment être dans le concret. Moi, je veux absolument que les personnes me disent concrètement voilà ce qui s'est passé.
moi, là, sur cette équipe-là, concrètement, l'équipe m'a dit, eh ben oui, on a voulu travailler sur la refonte d'un site Internet. On a cru qu'on avait les compétences, nous, en interne, pour réaliser ce site Internet, parce qu'on a eu un excès d'optimisme, parce qu'on a ces compétences-là. Oui, ce qui nous a manqué, c'est le sens de la réalité, parce que si on avait un sens de la réalité aigu, on se serait dit, mais en fait, un site Internet, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il va falloir travailler avec des prestataires, il va falloir… on n'a pas le temps de faire ce site Internet. Et donc, peut-être qu'il faut faire différemment. Et donc, concrètement, voilà, je veux des exemples. Je veux des exemples de on n'a pas réussi ou on n'a pas été efficace parce que, voilà, telle compétence nous a fait défaut. Plus de ces compétences dans l'équipe, ça donne quoi? Donc là, pareil, sur cet exemple très concret, si vous aviez travaillé sur votre sens de la réalité, ça aurait donné quoi en termes d'efficacité? Vraiment, on aide les personnes à équilibrer, je dirais, les équilibres. Et puis surtout, quel est le plan d'action? Quel est le plan d'action? Ce type d'accompagnement se fait en général entre 3 et 4 mois. Il y a un objectif qui est donné. Le commanditaire me dit, bah voilà, j'aimerais améliorer tel aspect en termes d'efficacité pour mon équipe. Et donc, avec l'équipe, je travaille sur la prise de conscience et sur les actions. Et c'est comme ça qu'on gagne en performance. C'est un suivi, ensuite, qui se fait. Tous les mois, je fais un suivi à la fois collectif. Je vois comment l'équipe se positionne par rapport à l'objectif. Donc, on met en place des indicateurs, des mesures. Et puis, individuellement, comment l'équipe, elle se sent individuellement. Comment, toi, Product Owner ou Scrum Master, tu t'inscris dans l'objectif qu'on s'est fixé collectivement. Comment tes forces et tes axes à renforcer peuvent t'aider, en fait, pour atteindre cet objectif-là. Et donc là, l'accompagnement individuel, je reprends les diagnostics individuels avec les personnes et je les aide à atteindre l'objectif collectif à partir de leurs forces et leurs faiblesses. Donc, c'est un accompagnement qui se rapproche un peu du coaching pro, mais ça reste un accompagnement pour moi agile. En tout cas, moi, j'aime faire mon métier de coach agile en activant vraiment ces deux leviers. Le coaching agile tel qu'on connaît très bien, avec les méthodes qu'on connaît bien. Et en tant que coach agile, moi, je vais faire en sorte que les personnes s'inscrivent dans les frameworks. Je trouve que les rituels Scrum sont vraiment au service, je dirais, de l'efficacité, etc. Mais pour autant, ce dont je m'aperçois avec les équipes, c'est qu'il y a toujours des choses qui se trament et qui font que les personnes n'osent pas, que les personnes manquent peut-être des fois un peu de courage, que les personnes manquent de compétences pour vraiment performer. Et ces compétences, vous l'aurez compris, c'est des compétences plutôt humaines. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Il est 16h41. Merci à vous quatre de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de réagir donc, par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place, sans peut-être parler d'intelligence émotionnelle, mais on l'a vu, il y a plusieurs outils qui nous permettent de travailler les compétences humaines, individuelles et collectives. Est-ce que vous avez un retour d'expérience? La parole est à vous. J'ai une question par rapport à ce que tu disais là. Donc, c'est le cas d'une équipe que tu es en train d'accompagner. Quel plan d'action vous avez pu mettre en place concrètement? Et tu parlais d'indicateurs et de mesures à suivre. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Alors concrètement, le commanditaire m'a parlé d'engagement, clairement. Tu vois, dans les valeurs Scrum qu'on a évoquées tout à l'heure, le responsable de cette équipe me dit, je comprends pas, cette équipe elle est brillante, elle a plein de bonnes idées, mais on n'est jamais dans le temps. Donc on s'engage sur des sujets, dans des actions, et on ne les termine jamais à temps. Et ça pose problème pour le commanditaire. Je ne juge pas, mais il aimerait que son équipe, quand elle s'engage, qu'elle tienne au mieux ses engagements. Il y a deux objectifs qu'on a fixés à l'équipe. Le premier, c'est un travail collaboratif. C'est comment améliorer le travail en collectif. On est en télétravail, on est beaucoup à distance. C'est une équipe qui travaille toujours dans son coin, mais très peu en collectif. Donc, le premier objectif qu'on a fixé à l'équipe, c'est augmenter le taux de travail collectif. Donc là, la mesure, elle est toute simple. On prend une mesure pendant un mois de tous les sujets qu'ils évoquent, la manière dont ils réalisent ces sujets-là.
on comptabilise le nombre de réunions, les heures qu'ils font, mais de manière individuelle. Clairement, hein, c'est une équipe c'est une équipe de coachs qui travaillent en mission. Donc, c'est compliqué en fait de travailler de manière synchrone, pour faire clair. C'est des personnes qui ont pris le pli de travailler en mode asynchrone. Donc, en fait, la mesure, c'est ça. C'est le temps que vous avez passé en asynchrone versus le temps que vous avez passé en synchrone sur des sujets bien précis. Ça, c'est la première mesure. Et la deuxième mesure, qui est liée à un deuxième objectif, là, cette fois-ci, c'est le respect des deadlines. En fait, ils ne respectent pas les deadlines. Et donc là, c'est tout simple. Hein. La mesure, c'est à la fin du mois, vous attendez sur 10 sujets. Là, vous aviez au mois précédent atteint la deadline sur 7 sujets versus ce qui va se passer après, hein, quand on va développer cette intelligence collective, émotionnelle, combien de sujets vous allez réussir à terminer en temps et en heure. Alors, ça paraît simple comme ça, hein, OK, respect des deadlines, et puis travailler de manière synchrone versus asynchrone. Mais en fait, on voit que ça demande de travailler des compétences humaines. En fait, c'est des personnes qui sont dans leur zone de confort, hein, et préfèrent travailler seules parce qu'elles sont dans leur sujet, sont dans leur expertise, parce qu'elles pensent qu'elles vont y arriver. Et donc, elles veulent rester dans leur réalité de « je vais y arriver », on le voit, sans réalité très faible. Sauf qu'en fait, de les faire basculer en mode synchrone, c'est ça, en fait, c'est comment on travaille ensemble, c'est comment on prend en considération la réalité de l'autre. On voit que le sens de la réalité ici, il est faible. C'est-à-dire que en fait, je vois ma réalité, mais je ne vois peut-être pas la réalité de l'autre. Et ça, c'est problématique. Je ne vous l'ai pas dit, mais le sens de la réalité, il est aussi très lié à l'amour-propre. Plus une personne est sûre de son expertise, plus elle est sûre d'elle, plus elle est confiante d'elle, je dirais, moins elle est ouverte, en fait, hein, aux autres, etc. On parle d'ouverture en Scrum. Donc, c'est toutes ces valeurs-là qu'on cherche, en fait, à faire incarner à cette équipe-là à travers des objectifs qui paraissent très simples de prime abord. Hein. Respect des délais et travailler en mode synchrone. Et voilà, c'est des exemples très concrets, des mesures très concrètes qu'on suit. Et moi, l'accompagnement que je fais, c'est « mais ça soulève quoi chez toi? Ça soulève quoi chez toi? Pourquoi tu n'oses pas dire en fait que le travail synchrone ?» Parce que moi, j'ai une personne qui me dit « bah ouais, moi, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien fait. Je préfère rester dans ma zone de confort parce que elle ne sait pas l'exprimer, en fait, tout simplement. » Avec cette personne, je vais passer peut-être plus de temps à lui expliquer qu'elle gagnera en efficacité dès lors qu'elle commencera, par exemple, à exprimer tout simplement son mal-être. Écoute, moi, en fait, la façon dont on fonctionne jusqu'à maintenant, ça ne me va pas bien, je ne me sens pas bien, je ne suis pas à l'aise. Comment on peut améliorer les choses? Des fois, c'est tout bête, hein, mais ça débloque une situation. Et donc, ça veut dire qu'il y a un plan d'action il y a un plan collectif, d'action. mais tu accompagnes aussi individuellement Oui. les personnes de l'équipe avec Oui. peut-être des actions individuelles. Oui, complètement. Après, c'est en fonction de la maturité, en fonction des écarts qu'il y a en fait en termes de compétences dans le groupe. Là, par exemple, dans le groupe, il n'y a pas beaucoup d'écarts dans l'indépendance et dans l'optimisme. Ils sont tous pareils. Donc, je pourrais traiter de manière collective ce déséquilibre parce qu'en fait, ils sont situés de la même façon. Ils ont tous ce déséquilibre. Donc, c'est simple pour moi de le traiter de manière collective. Par contre, il y a des écarts. L'expression émotionnelle, clairement, il y a des écarts. Il y a des personnes dans cette équipe qui sont à 120. Hein. 120, c'est un score qui est assez élevé en termes d'intelligence émotionnelle. Hein. Le maximum, c'est 140, à peu près. Et d'autres qui sont à 64 dans cette équipe. J'ai encore les chiffres en tête. Donc là, il y a un très fort équilibre. Et donc, je ne peux pas traiter en fait, ce déséquilibre comme ça de manière collective. Je sais que ça va provoquer une certaine résistance pour certains ou une difficulté réelle pour une personne de s'exprimer. Une personne qui a peu confiance en elle versus un collectif qui a une grande confiance en eux. Je ne vais pas dire à la personne vas-y fonce, tu vois bien qu'ils sont tous confiants, prends la parole, vas-y à toi, vas-y fais-le. Non, je vais le prendre de manière individuelle et je vais l'accompagner pour que cette personne gagne en confiance. C'est-à-dire que individuellement, on va mener une action, 2 actions, 3 actions qui vont faire grandir sa confiance en soi. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est ça en fait. Il faut le rapport, il est super bien fait. Hein. Le rapport, il met vraiment en évidence les déséquilibres et les écarts pour qu'ensuite les plans d'action soient les mieux calibrés, j'ai envie de dire. Mais ça passe toujours par un double fonctionnement, quoi. Un accompagnement collectif et individuel. Et à terme,
au bout de 4 mois, quand tout le monde s'est soulagé par rapport à ces objectifs-là, en tout cas appris à se connaître, etc. À la fin, on peut même avoir des personnes qui, sans problème, en fait, disent les choses, et à la fin, ça peut se transformer en un accompagnement collectif et seulement collectif, en fait. Hein. Mais au début, j'aime bien faire les deux, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une dernière question, alors, parce que le test là dont tu nous parles, Oui. il n'est pas accessible librement? Alors, il est... payant ouais, alors, il y a deux choses à savoir sur ce test-là. Donc, le KIAI, hein, donc le diagnostic du quotient émotionnel, il est bien sûr qu'il est payant. Hein, c'est une plateforme. Alors, si je repars sur l'historique, en bas, je vous ai mis. Hein, aujourd'hui, c'est une société américaine hein, qui est propriétaire de ce test-là. La dernière version date de 2012. Donc, bien évidemment, il y a du business autour de ce diagnostic, donc il est payant. Et en plus de ça, il faut être certifié. C'est-à-dire qu'en fait, les coachs qui ont accès à cette plateforme, ce sont des coachs qui se sont d'abord formés à deux choses, donc à ce concept, on va dire, d'intelligence émotionnelle, mais surtout à l'usage du diagnostic. On parle d'émotion, on n'a pas là, tout au long de l'atelier, parlé de sécurité psychologique, on n'a pas parlé de mal-être, etc. Un petit peu, hein, mais on n'est pas rentré dans ce sujet-là. Mais voilà, moi, j'ai des fois face à moi des personnes qui sont dans un grand mal-être hein, et qui, avant de parler d'efficacité, etc., doivent traiter un sujet plus urgent hein, de bien-être au travail. Et ça, moi, en tant que coach, je le traite différemment. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Il faut savoir que dans le diagnostic, on a un indicateur bien-être qui nous alerte hein, sur le fait que là, la personne, ce n'est pas le bon moment. Il faut gérer une autre urgence. Donc, moi, ce que je fais, hein, c'est un relais managérial ou relais vers les RH pour que la personne soit accompagnée. Sans parler de mal-être, hein, sans rentrer dans cette limite-là, c'est très éprouvant. Moi, quand je fais une journée de débrief de l'intelligence émotionnelle, c'est très éprouvant. Vous avez des personnes, en fait, qui très vite se confient à vous. Très vite vous parlent d'émotions et de chocs émotionnels, de sujets voilà, qu'ils ont rencontrés et ça va très loin des fois. Et donc, voilà, ça demande d'être quand même formé sur comment on fait face à ce genre de situation quand on fait un débrief de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, il faut être certifié. Donc, oui, c'est payant. Il y a une plateforme, hein, donc MHS, qui délivre les jetons. Hein, c'est des jetons. Donc, moi, j'ai accès à cette plateforme, j'achète les jetons et puis après, je les revends aux entreprises qui veulent intégrer cette compétence dans les accompagnements. Ça marche. Merci beaucoup pour les infos. Dernière info, il existe donc en France le Centre de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous tapez Centre de l'intelligence émotionnelle et en fait, c'est un organisme de formation hein, qui donc délivre ce genre de formation pour être certifié EQI. Moi, c'est à travers eux que je suis passé pour être certifié EQI. Voilà. Donc, ils sont revendeurs en France, hein, donc revendeurs exclusifs de ces jetons-là. Un peu de pub au passage pour l'école qui m'a formé. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer cet atelier. Hein, donc, merci aux personnes voilà, qui sont restées jusqu'au bout. Hein, donc, indépendance élevée. Vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à scanner le code là, que je vous affiche à l'écran pour partager vos feedbacks hein, donc par rapport à cet atelier. Merci à vous et puis très bonne journée. Merci beaucoup, c'est Sébastien. très intéressant. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.